vous êtes jamais demandé ce qui faisait que la majorité des artistes échouaient dans la filière musicale? Vous êtes jamais demandé ce qui faisait que, bizarrement, c'est pas ceux qui ont le plus de talent, de créativité et ainsi de suite qui réussissent dans la musique, mais ce sont les autres. Et ces autres, ils représentent à peine 5% du marché global. Dans cette vidéo, on va voir 5 erreurs, 5 grosses erreurs qu'ont en commun la majorité des artistes qui essayent de vivre de leur musique, de percer dans le game, etc. et qui n'y arrivent pas, à contrario de ceux qui réussissent. Et ces 5 erreurs-là, si vous les identifiez, si vous travaillez dessus, peut-être pas les 5 en même temps, mais une après l'autre au cours de l'année ou en tout cas au cours des prochains mois ou des prochaines années dans le parcours d'artiste que vous êtes en train de vous construire, je peux vous garantir que effacer ces 5 erreurs va vous rapprocher, mais de très près du succès. Évidemment, ça fera jamais tout, mais ça va vous enlever une sacrée épine du pied. Donc restez bien attentifs à la suite de cette vidéo. Je suis quasiment certain que vous êtes au moins dans une de ces 5 erreurs, si ce n'est dans plusieurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire les erreurs dans lesquelles vous vous êtes retrouvés. Il est probable que si vous êtes beaucoup sur la même erreur, sur la même problématique, je fasse une vidéo complémentaire dans laquelle je vous aide justement à régler cette fameuse erreur. Et l'erreur numéro 1, c'est de se focaliser uniquement sur la création. On en a tous des potes artistes qui rentrent dans cette erreur-là. Tu sais, c'est le gars qui est ultra perfectionniste et qui, alors qu'il a 18 abonnés sur chacun de ses réseaux sociaux, qu'il n'a pas un seul fan en base, qu'il n'a jamais fait un concert et ainsi de suite, il peut passer 8 mois sur un kick de batterie. Juste un kick de batterie. Et puis quand il a réglé le problème de son kick, il va réécouter, il va dire « Ouais, non, finalement, je le sens plus ce morceau. Donc, attends, je retourne travailler. » Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce profil d'artiste-là, il a deux biais psychologiques qui le freinent. Le premier, je ne vais pas en parler ici, c'est le manque de confiance en lui. C'est vu que j'ai peur d'être jugé, j'ai pas assez confiance en moi, même si je suis excellentissime, j'ai l'impression que je suis le moins bon du monde, donc je veux retarder le plus possible l'écoute du marché par rapport à ma création. Puisque si le marché écoute dans 10 ans, peut-être que dans 10 ans, quand on me dira que je suis nul, je m'en foutrai parce que j'aurais eu envie d'arrêter. Mais si je le fais écouter maintenant et qu'on me dit que c'est nul, je risque de très mal le prendre et donc de m'arrêter. Donc je retarde le plus possible. Ça, c'est le premier biais psychologique et je ne vais pas en parler ici. Le deuxième, c'est celui qui m'intéresse le plus. C'est celui qui se dit « Ok, mon truc est bien, mais c'est pas encore renversant, c'est pas encore sensationnel, donc je travaille dessus. » Puisque il est certain que ce qui fait percer un artiste, c'est la création musicale. Il est encore dans le mood qui dit « Si tu es le meilleur, il n'y a rien qui va t'empêcher d'avancer, donc je dois être le meilleur. Et le jour où je serai le meilleur, alors il se passera des choses et alors je serai OK pour faire écouter mes morceaux. » Le problème qu'il y a quand on a cet état d'esprit, et ce n'est pas une critique, je l'ai eu pendant très longtemps, c'est qu'on ne se confronte pas au marché en fait. Et ce que toi tu vas considérer comme étant le meilleur n'est pas la même chose que ce qu'une radio va considérer comme étant le meilleur, que ce qu'un label ou une maison de disques va considérer, que ce qu'un auditeur lambda et ainsi de suite. Donc en réalité, le meilleur, c'est très abstrait. C'est très abstrait. Il y a des gens qui peuvent prendre le top 10 en France et se foutre de ta gueule, littéralement. Moi, je me souviens d'une époque où je faisais beaucoup de concerts à l'étranger. J'étais aux Pays-Bas, à Rotterdam, et je fais écouter ça à un énorme programmateur radio là-bas. Il regarde le top en France et littéralement, il se fout de ma gueule, quoi. Il me dit « Ah bon, putain, merde, c'est numéro 1, ça, chez vous, ça, c'est numéro 2, c'est numéro 3. » Je lui dis « Bah ouais, les gens écoutent ça, ça marche bien et tout. » Il me dit « Ah ouais, bah ici, ça aurait aucune chance. » J'écoute son classement à lui, à part 2-3 stars internationales, beaucoup de trucs en néerlandais. Je lui dis la même chose. Je lui dis ça, moi, je comprends pas que ça marche. Alors, le groove est sympa, mais tu sors ça en France, mais jamais de la vie, ça n'accroche. Si tu vas au Québec, c'est la même chose. Surtout les classements francophones, le style de musique n'est pas le même. Au Québec, ils ont une culture nord-américaine. En gros, ce sont des Américains qui parlent français. Ce ne sont pas des Français qui vivent en Amérique. Et donc du coup, la culture n'est pas la même. Et c'est ça qui explique que c'est très difficile pour un artiste, même excellentissime, qui réussit au Québec, de venir prendre le marché français s'il n'est pas accompagné par une structure en local, puisque ça ne va pas se jouer au talent, à la créativité, à la création musicale et ainsi de suite. Donc en réalité, retarder l'échéance en se disant « moi j'attends d'être le meilleur dans ma création », c'est se tirer une balle dans le pied. Et c'est la première des 5 erreurs que font des artistes qui n'y arrivent jamais malheureusement.
D'ailleurs, ces mêmes artistes, dès que tu leur parles de promo, de marketing, de faire de la pub, d'investir de l'argent, de travailler avec des partenaires et ainsi de suite, ils te prennent pour le diable en personne. Ils se disent non mais attends, moi jamais je travestirai ma musique, moi jamais je ferai de la promo, jamais quoi, il faut dépenser de l'argent pour avoir un article de presse, mais c'est hors de question, machin, etc. Ils sont complètement réfractaires à ça, puisque encore une fois, dans leur système de valeurs, dans leurs croyances, c'est le talent qui fait tout. C'est si je deviens le meilleur, alors je percerai. Et ce qui est grave et ce que je trouve dangereux, et ça mène au burn-out aussi, c'est du coup, ils ont aussi la pensée inverse qui est de se dire si j'ai toujours pas réussi, c'est que je suis pas bon. Alors qu'en réalité, c'est pas toi qui est pas bon. C'est peut-être juste que ce que tu proposes n'est pas adapté au marché. C'est peut-être que ce que tu proposes a besoin d'être arrangé par une personne qui, elle, a le son du moment et va amener ton morceau, ta création dans la bonne dimension. Et ainsi de suite. Donc c'est très 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 dangereux d'avoir ce mode de pensée. Et oui, c'est la première des 5 erreurs. Elle est très commune, on la retrouve beaucoup. Et malheureusement, c'est même à une échelle plus élevée. C'est-à-dire que même ce type d'artiste qui a du talent, etc., si tu l'amènes à un très très haut niveau, il n'arrivera jamais à collaborer avec un label ou une maison de disques. Tu sais, c'est des artistes qui te disent « Ouais, bah moi j'ai signé chez Warner, mais mon DA, il n'a rien compris à ce que je voulais. » Non, non, c'est pas ton DA qui n'a rien compris. Ton DA, s'il est là, c'est qu'il fait très bien son travail. C'est toi qui n'as pas été à l'écoute de ce qu'il t'a demandé et qui a été réfractaire à ses demandes, puisque tu l'as pris comme tu sais, genre comme se travestir, tu vois. Alors que c'était absolument pas le cas, en fait. C'était adapter ton projet à un segment de marché pour que ce soit porteur et pour que ça t'aide à te développer. C'est les mêmes qui ont du mal à s'entendre avec leur manager ou avec leur producteur ou même avec d'autres artistes. Tu sais, moi j'ai fait une collab comme ça avec un artiste belge qui à l'époque avait vraiment une grosse cote, grosse popularité. Et on commence à bosser sur un son. Et puis, donc le son il tue, hein, vraiment. Je ressors du studio, j'ai une mise up, je me dis putain, ça défonce. Je le fais écouter, les gens autour de moi me disent oh, ça tue, c'est génial, machin. Et puis, je le rappelle 2 semaines plus tard, je lui dis alors, fallait que tu m'envoies des pistes et ainsi de suite. Il me dit ouais, mais non, en fait, je crois on va retravailler le son, j'ai quelques idées. Je lui dis ok, génial, vas-y. Il retravaille le son, 2 semaines plus tard, j'ai pas de nouvelles. 3 semaines plus tard, j'arrive toujours pas à le joindre. 1 mois plus tard, j'arrive à la voir, il me dit ouais, finalement, moi j'ai rebossé des trucs, mais c'est pas encore ça, du coup je retravaille, machin. 6 mois plus tard, j'ai fini par lâcher l'affaire. Mais vraiment, littéralement, à le relancer toutes les 2 semaines, au bout de 6 mois, je me dis, bon, laisse tomber. Si lui, son rythme de sortie, c'est de faire un son en 1 an, oui, bah, on va pas travailler ensemble. Ça va être compliqué. Donc, vous voyez, cette erreur, elle peut vraiment vous fermer des portes. Et si vous êtes dedans, travaillez dessus. Mettez-moi en commentaire si vous vous retrouvez dans ce schéma-là. Je vous donnerai 2-3 petits conseils en réponse. L'erreur numéro 2, du coup, c'est de ne pas avoir de stratégie de présence online. Aujourd'hui, c'est pas compliqué. Si vous m'écoutez depuis un moment, vous allez m'entendre me répéter, mais c'est pas très grave. C'est comme ça que font les vieux, ils radotent. Même si je me considère pas encore comme un vieil homme, mais le débat n'est pas là. L'idée, c'est que pour se développer dans la filière musicale, il faut en passer par des relais médiatiques. C'est ce qu'on appelle des leviers. Autrement dit, si toi tout seul, tu peux atteindre une personne toutes les 2 minutes, avec un levier, tu peux atteindre peut-être 1000 personnes toutes les 2 minutes. Avec un deuxième levier, peut-être 10 000 personnes, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on construit une carrière, et c'est pour ça aussi qu'on dit un chanteur qui réussit devient célèbre. Je pense qu'ils ne cherchent pas spécialement la célébrité de base. Ce qu'ils cherchent, c'est la visibilité. Et de la visibilité, à travers des partenaires médias, va naître une forme de célébrité, en tout cas pour certains. Et l'idée, c'est que, en tout cas en France, je vais parler de la zone géographique bien que je maîtrise le mieux, tu vas avoir les radios, mais c'est très difficile d'être en radio aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a des quotas, il y a l'Arcom qui contrôle et ainsi de suite, mais les radios sont un premier levier. Tu peux être en télé avec ton clip, mais si entrer en radio est difficile, dis-toi bien que entrer en télé est impossible si tu n'as pas de la radio à grosse diffusion, sauf pour 2-3 élus qui arrivent encore à faire des préachats de clips avec M6 notamment, même sur des artistes émergents et ainsi de suite, et encore que c'est pas évident. 3, tu vas avoir la presse, en 4, les clubs, et en 5, le web. Autant vous dire que, à part les clubs qui restent un média à peu près libre, la presse c'est compliqué, les radios c'est compliqué, les chaînes de télé n'en parlons même pas. Donc si ta musique elle n'a pas vocation à aller en club, le seul groupe médiatique qui te reste, c'est le web. Et l'avantage du web, c'est qu'il n'y a pas de problème de trafic.
C'est pas comme une radio où finalement, si elle ne fait pas d'audimat, ton son il peut être joué 20 fois par jour, il n'est pas écouté. Sur le web, il n'y a pas de problème de trafic. Le trafic peut soit s'acheter, soit s'attirer. C'est aussi simple que ça. Mais les gens sont là. C'est-à-dire qu'en gros, si tu allumes Internet là maintenant tout de suite, il y a des millions de personnes qui sont connectées un petit peu partout à travers le monde. Et dans ton pays, que tu sois en France, en Belgique, au Maghreb, au Canada, peu importe, tu vas avoir des centaines de milliers, si ce n'est des millions de personnes qui sont connectées en live au moment où toi tu postes quelque chose. Donc il n'y a pas de problème de trafic. C'est juste que les gens ne te voient pas au départ. Donc il faut soit que tu les attires à travers une stratégie de contenu, soit que tu les attires à travers de la publicité. Mais il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, il n'y en a pas un qui est plus intéressant que l'autre, il y en a juste un qui te demande beaucoup d'investissement en temps et un autre beaucoup d'investissement en argent. Et parfois un mix des deux, c'est-à-dire que faire de la pub, ça demande aussi du temps. Et créer du contenu, ça demande aussi de l'argent. Tu as un micro comme ça, c'est pas gratuit. Une caméra, c'est pas gratuit, et ainsi de suite. Donc, les deux fonctionnent. Mais retenez bien, il n'y a pas de problème de trafic, le trafic s'achète ou s'attire. Le problème qu'il y a, et c'est ça qui fonde, entre guillemets, l'erreur numéro 2, c'est que beaucoup d'artistes n'ont absolument aucune stratégie de développement de visibilité online. C'est-à-dire qu'ils se disent, ok, moi j'ai un compte Instagram, je suis sur TikTok ou sur Snapchat ou LinkedIn ou tout ce que tu veux, Facebook, YouTube, voilà. Et je poste mon actualité. Ok. Donc ça veut dire que là j'ai fait un son, je vais dire que j'ai fait un son. J'ai un clip qui sort, je vais dire que mon clip va sortir. J'ai une sortie single, je vais partager le lien de ma sortie single. Le problème quand tu fais ça, c'est que tu oublies une règle fondamentale, et je vais le dire gentiment, j'espère que YouTube va pas bannir cette vidéo, mais tout le monde s'en branle. Les gens s'en battent les couilles, littéralement. Pourquoi ? Parce qu'ils ne te connaissent pas, en fait. C'est comme si demain, tu as un acteur au fin fond de la Croatie qui crée un compte Instagram et qui poste son casting de la veille. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? C'est ça le problème au départ. Au départ, il faut que tu gagnes la bataille de l'attention. C'est-à-dire que les gens sont là, sont devant toi, tu peux leur parler de ce que tu veux, ils s'en foutent. Maintenant, si tu arrives à saisir leur attention, à attiser leur curiosité, à leur donner envie de savoir, d'être à l'écoute, là, c'est complètement différent. Là, tu peux leur parler de ton chat, de ta grand-mère qui a appris à danser ou de je sais pas quoi. C'est ok en fait. Ils vont s'aligner avec toi parce qu'ils veulent être là. C'est ça l'idée. C'est comme quand, je sais pas, moi je lis un bouquin sur les neurosciences. Il y a 10 ans, tu m'aurais montré le moindre truc. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Ça m'intéresse pas, j'y comprends rien, c'est pas mon domaine. Je veux pas en fait. Moi, je voulais regarder une série Netflix ou écouter un bon son. Mais dès lors que ça commence à m'intéresser. C'est-à-dire que dès lors que je tombe sur, pour ne citer que lui, tu vois, une vidéo de David Lefrançois ou une vidéo d'Idriss Aberkan qui me parle de neurosciences d'une manière qui m'intéresse, en le reliant à la musique par exemple, ou en le reliant à n'importe quoi d'autre qui m'intéresse, je vais être à l'écoute. Une fois que je suis à l'écoute, je découvre une discipline qui se révèle avoir des options beaucoup plus intéressantes. Du coup, je veux en savoir plus. Et du coup, je deviens réceptif en fait. Et maintenant, tu peux me parler de ce que tu veux, puisque je suis réceptif. J'ai compris que tu étais une source d'intérêt pour moi, parce que tu m'as attiré par quelque chose qui m'a convaincu, qui a saisi mon attention, attisé ma curiosité. Après, oui, je peux t'écouter pendant 2 heures sur une conférence. Mais au départ, ça ne matche pas. Dans la musique, c'est exactement la même. Tu ne peux pas arriver, prendre un illustre inconnu et commencer à lui parler du dernier son que tu as écrit, du dernier clip que tu viens de sortir et je ne sais pas quoi. Il ne te connaît pas, il ne t'aime pas, il ne sait pas quitter, il ne sait pas ce que tu fais. C'est ça en fait, bâtir une stratégie. Bâtir une stratégie de contenu, c'est pas juste balancer du contenu tous les jours en espérant qu'il rebondisse sur le bon mur et que ça atteigne la bonne audience. C'est se dire, par rapport à ce que je propose, mon fan idéal, je fais des suppositions au départ quand je le connais pas, mais je me dis c'est lui, lui et lui, peut-être plus lui que les 2 autres, mais j'ai pas de grande certitude statistique fiable, donc je m'adresse aux 3, et pour convaincre les 3, je vais avoir 3 niveaux. L'entrée, ce qu'on appelle l'entrée du funnel, le milieu du funnel et la sortie du funnel. Autrement dit, imaginez un entonnoir, et c'est comme si on jetait plein de fans tout en haut. Il y a ceux qui arrivent en haut et qui se disent non, finalement, c'est pas pour moi, je me barre et qui ressortent du bocal. Il y a ceux qui arrivent au milieu et qui se disent, je me demande bien ce que je fous là finalement, et qui se barrent. Et il y a ceux qui arrivent en bas en mode, ouais, pour moi, les 3 étages sont intéressants. Il n'y a pas moyen d'acheter un album, un CD, un produit dérivé ou je sais pas quoi.
C'est ça l'idée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que à peine 2% des gens qui vont être à l'entrée de cet entonnoir vont se transformer en fans acheteurs. D'accord ? Certains vont rester au milieu longtemps avant d'acheter, certains vont acheter très vite et certains ne vont jamais acheter. C'est le jeu des moyennes, c'est une règle statistique. Autrement dit, ceux qui se disent, à titre d'exemple, moi je ne sais pas vendre, j'aime pas vendre, j'ai pas envie de vendre, ben c'est tant mieux, parce qu'à aucun moment on vous demande de vendre en fait. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'exister et de proposer quelque chose de valeur. C'est tout. Après, les gens décident. C'est eux qui vont décider d'eux-mêmes s'ils veulent aller écouter votre projet ou pas. C'est eux qui vont décider s'ils veulent l'acheter, s'ils veulent venir vous voir en concert, ainsi de suite. Moi, il y a des centaines d'artistes dont j'ai été fan que j'ai jamais été voir une seule fois en concert. Et c'est pas les occasions qu'on manquait. C'est comme ça. Statistiquement, il y en a qui ont été fans d'un seul artiste, qui ont été le voir 25 fois en concert. Ça veut pas dire que ce sont des fans hardcore, ça veut peut-être juste dire que sur le moment, ça s'est fait comme ça et c'est ok, tu vois. C'est statistique. Il faut pas lutter contre ça. Donc je reviens sur mon exemple. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que aux 3 niveaux de mon entonnoir, faut que j'ai 3 types de contenu en réalité. Un premier type de contenu très généraliste qui va frapper dans la masse et qui va m'attirer beaucoup de gens, dont 95% ne seront pas intéressants. Un deuxième type de contenu qui va venir fédérer ces gens-là et leur dire « Ok, la vidéo de Shaki danse, c'était juste une blague. Vous êtes 2 millions à l'avoir vue. Les 20 000 vraiment intéressés, j'ai du contenu pour vous. » Et là, tu peux leur montrer ce que tu proposes en termes d'actualité, de création, en termes de valeur. Là, il faut que tu leur parles, il faut que tu crées du lien avec eux. Et puis la troisième forme de contenu, c'est des contenus qui visent à convertir. C'est de leur dire « Clique ici pour obtenir ça », les faire entrer dans une fanbase bien factuelle, clique ici pour acheter, mon crowdfunding, mon dernier album à vendre, et ainsi de suite. Mais il faut vraiment les 3 types. Ce que les artistes font font l'erreur de faire, c'est de se dire moi je me concentre uniquement en bas. C'est-à-dire voilà, j'ai une actu, va écouter, ou j'ai un truc à vendre, va acheter, j'ai un événement, clique ici pour partager, ou je sais pas quoi. Or, les 2 premiers niveaux sont les plus importants. Et ce que j'enseigne à travers mes programmes de mentorat ou de formation, c'est trouve le concept de contenu qui va te permettre d'être en haut de l'entonnoir, c'est-à-dire qui va te permettre d'attirer beaucoup de personnes. Ça, c'est le plus dur. C'est ce qui va te donner de la visibilité. C'est, je sais pas moi, c'est comme quand tu t'amuses par exemple à faire un montage vidéo d'une vidéo où tu vois un avion qui fonce dans un mur et puis finalement derrière le mur, c'est toi qui apparaît avec ta guitare en train de chanter. Tu vois, c'est un exemple de truc qui est très généraliste. Beaucoup de gens vont vouloir regarder pour comprendre ce qui se passe. Est-ce que l'avion va vraiment rentrer dans le mur ou pas ? Et derrière, peut-être que si ta vidéo elle devient virale et qu'elle fait 2 millions de vues, il y a peut-être 20 000 personnes à peine qui vont vraiment écouter ce que tu fais et y être sensibles. Mais c'est ok. C'est ok de faire ça au début. Ces 20 000 là, maintenant que tu as passé le niveau 1 de l'entrée de funnel, niveau 2, la question c'est quelle est ta stratégie de contenu ? Quel est le concept ? Quelle est la forme de contenu que tu vas lui présenter régulièrement pour qu'il ne s'ennuie pas, pour qu'il ait envie d'en savoir plus et pour qu'il reste attentif à ce que tu proposes. Et enfin derrière, tu fidélises et tu vends. Eh bien, l'erreur numéro 2 chez les artistes qui ne réussissent pas, c'est qu'ils n'ont pas de stratégie de contenu. Ils ne savent pas comment développer leur visibilité ou ils ne veulent pas vraiment le faire. Et quand ils ont envie de le faire, ils s'auto-sabotent. C'est-à-dire que pour eux, faire du contenu qui va attirer la masse, c'est se renier, donc ils ne sont pas alignés, donc ils ne veulent pas le faire. Ou alors, comme c'est un nouvel exercice qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, ils ne veulent pas se faire violence et le faire. Or, et retenez bien ça, et là vous pouvez mettre en pause cette vidéo et le noter, mais c'est dans l'inconfort qu'on évolue. C'est toujours dans l'inconfort qu'on évolue. C'est comme disait Mohamed Ali quand on lui demandait quel est le nombre d'abdos que vous faites tous les jours. Je dis, j'en sais foutrement rien, parce que je commence à compter que quand ça fait mal. Et vu comment il était bâti, ça se trouve, il en faisait 300 avant de commencer à souffrir. Parce que c'est dans l'inconfort qu'on progresse, toujours. Dans la filière musicale, c'est la même chose. Moi, je me souviens que la première fois que j'ai été en studio, mais j'étais mal, je comprenais rien, je savais pas à quoi servait quel truc, je savais pas comment me positionner, comment tu mets le micro, quand tu es en régie, comment tu gères le son, et ainsi de suite. T'en as aucune idée. Les premières sessions, elles font peur. Elles font littéralement flipper, tu passes pour un amateur. Idem, moi j'ai eu des chanteuses en studio, j'étais gentil avec elles, mais d'autres ingés n'étaient pas spécialement gentils. Quand une nana arrive et que pendant 5 heures, elle chante faux, et que tu lui dis, et qu'elle s'entend pas, t'as juste envie de lui dire, t'es pas encore prête en fait, retourne travailler.
Mais c'est normal. Et elle a bien fait de venir. Parce que dans cet inconfort, face à un feedback bienveillant, évidemment, de quelqu'un qui lui dit que c'est pas encore ça, qu'il faut retourner bosser, etc., elle progresse. Donc c'est toujours dans l'inconfort. Et oui, créer du contenu, c'est inconfortable. Mes premières vidéos, pour être complètement honnête avec vous, et je vais prendre une petite douche de café. Mes premières vidéos, je les ai fait dans l'inconfort. C'est-à-dire que j'étais chez moi. Je savais pas qu'il fallait gérer la lumière et tout. Maintenant, tu vois, j'ai tout un setup de light, mais avant, j'avais pas de lumière. Donc, j'étais dans le salon à moitié dans le noir déjà. Première erreur. Deuxième, j'avais aucun matériel. Donc, j'ai pris un MacBook d'époque que j'ai ouvert et je me suis filmé avec la caméra intégrée du MacBook d'il y a peut-être 10 ans. Donc dégueulasse l'image. Et puis, vu que la caméra n'était pas à la bonne hauteur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un grille-pain, 3 boîtes de jeux, j'ai posé le MacBook dessus. Je me suis dit, bon, ça a l'air d'être à peu près bien cadré, je fais mes vidéos. Donc j'ai fait mes vidéos de cette manière. La qualité était tellement mauvaise que j'ai dû les réduire. Si vous regardez mes premières vidéos sur cette chaîne YouTube, vous verrez que j'ai dû réduire l'image pour la mettre dans une image plus grande pour pas qu'on voit les pixels et ainsi de suite. Ensuite, j'ai compris, à force qu'on me dise on comprend rien, ta prise de son elle est nulle, mon grand, que fallait un micro. Donc j'ai pris un micro cravate et au départ, pas le meilleur, tu vois. Et tu progresses en fait. Et puis après, je me suis dit bon, bah, je vais peut-être acheter une petite caméra ou un truc ou un téléphone ou un machin. Et avec le temps, en fait, bah, tu deviens meilleur. Et c'est pareil, au départ, c'est très difficile de parler à une caméra. Extrêmement difficile. Alors chanter devant une caméra, j'ose à peine l'imaginer. C'est super, super compliqué. Mais c'est un exercice qu'il faut faire. Et oui, quand tu as fait 1000, 2000 ou 3000 vidéos, tu deviens super confortable. Tu peux, aujourd'hui, moi, je peux créer littéralement 1 an de contenu en une journée. Ça devient simple. Là, tu vois, je te parle, il n'y a quasiment aucun montage. Limite, je sais pas, je m'arrête quand il y a un truc qui sonne ou que je sais pas quoi, ou quand j'ai besoin de lire ma feuille, parce que oui, je prends des notes pour vous faire ce genre de vidéo, ou quand j'ai envie de prendre du café, et encore que maintenant, je coupe même plus. Voilà, au moins c'est beaucoup plus authentique. Mais vous comprenez l'idée. Au départ, bah oui, t'es pas à l'aise, t'as pas envie. Et tu te dis, tous tes défauts vont ressortir. Je sais pas, moi par exemple, j'ai des yeux bizarres. On m'a souvent dit que je ne clignais jamais des yeux et que ça faisait de moi un alien. Bon, bah au départ, ça me complexait un peu. Je bégaye beaucoup. Je sais pas si ça se voit, s'entend, se ressent, mais j'ai un vrai problème de bégaiement. Et du coup, pour éviter de bégayer, des fois, je fais des pauses bizarres, je ralentis. Des fois, je vais utiliser des mots qui ne sont pas forcément les bons mots. En fait, j'adapte le vocabulaire pour être en capacité, là je viens de le faire et vous ne l'avez peut-être pas vu, de placer le mot sans bégaiement. C'est tout un travail en fait. Mais quand tu fais des vidéos pour la première fois, bah, tu es stressé, tu as l'impression de mal faire, tu manques de confiance et ainsi de suite. La vraie question c'est, est-ce que tu feras partie de ce groupe de gens qui s'accrochent, qui traversent cette phase de sable mouvant pour arriver à un résultat au bout, ou est-ce que tu vas abandonner ? D'ailleurs, c'est la phrase par laquelle le premier livre que j'ai écrit se termine, c'est « Les gagnants ne lâchent jamais, les lâcheurs ne gagnent jamais ». Donc erreur numéro 2, ne pas avoir de stratégie pour développer sa visibilité online. Erreur numéro 3, négliger l'aspect business de la musique. Alors ça, c'est malheureusement une des erreurs les plus fréquentes et je vais vous expliquer en quoi elle est dangereuse et de quelle manière vite vous en défaire. Alors cette erreur, c'est quoi ? C'est de se dire, ok, moi, je suis artiste, d'accord, ou je suis intermittent. D'ailleurs, j'ai remarqué que cette erreur-là était encore plus flagrante chez les intermittents du spectacle. C'est que je suis intermittent du spectacle, donc je suis musicien soliste, par exemple, ou je suis dans un orchestre ou un groupe, peu importe. Et donc, moi, je suis artiste. Tu sais, tu vois, je suis rappeur, je suis reggaeman, je suis chanteur de variété, je fais du rock, peu importe, je suis artiste, donc je fais des trucs d'artiste. Donc moi, je vais devenir meilleur sur la création musicale, sur l'interprétation en live, sur le temps que je passe en studio, sur la création, la créativité et ainsi de suite. Mais tout l'aspect business, vu que c'est pas mon domaine, je m'y intéresse pas, je laisse ça au manager. Ouais, sauf que si ton manager, il est pas bon, s'il prend pas les bons choix, s'il ne se bouge pas assez, finalement, c'est toi qui en pâtis, c'est pas lui. Et le problème de remettre son avenir et son parcours d'artiste entre les mains d'une autre personne, c'est que tu dépends entièrement de lui ou d'elle. Et là, ça devient dangereux. Ça veut dire que
Et je vais te donner des exemples. Ça veut dire que si ton manager est véreux, bah, tu te fais avoir. Ça veut dire que si ton producteur se trompe, c'est toi qui perds. Et ainsi de suite. J'ai un exemple là, qui me vient en tête, c'est un artiste, très très gros artiste français, évidemment on ne va pas le citer ici, mais très 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 gros artiste français, avec une énorme visibilité à l'international, qui avait un manager qui était aussi son tourneur, son ami, son associé au sein de leur label et ainsi de suite, qui finalement faisait des deals dans son dos. Donc il s'est retrouvé à avoir, je sais pas, 3 tubes cette année-là, mais littéralement 3 énormes tubes, dont un qui a cartonné à l'international, enfin surtout en Europe, et les 2 autres en France, et un deal avec le label sur lequel son manager, pseudo-ami et associé, se gavait royalement sur son dos, et lui avait pas grand-chose. C'est le genre de truc qui te fout une carrière en l'air. Cet artiste-là, il a mis 3 ou 4 ans à s'en relever parce que il y avait des obligations contractuelles, de choses qui étaient signées, d'albums qui devaient être livrés, etc., etc. Il avait juste plus envie non plus, parce que ouais, ça dégoûte quand t'as ton frérot d'enfance qui te met un gros couteau dans le dos, ça peut te dégoûter, te déstabiliser, ainsi de suite. Ça l'a mis dans des problèmes d'argent aussi, ce qui sont pas évidents, qui impactent aussi ta confiance en toi, et ainsi de suite. Et clairement, ouais, ça te dégoûte de l'industrie. Et son erreur, alors, ok, c'est de ne pas avoir choisi la bonne personne ou de machin, mais il a aussi sa part de responsabilité parce que il voulait pas s'intéresser à la partie business. Il voulait pas apprendre, il voulait pas écouter et chercher à comprendre. Même quitte à déléguer. En fait, déléguer, c'est pas un problème. Du moment que tu comprends que la confiance n'exclut pas le contrôle. Autrement dit, tu peux parfaitement déléguer un manager à un producteur, tu peux lui faire confiance, évidemment, il faut, mais tu as le droit aussi, une fois par mois, de poser des questions qui fâchent. Et d'arriver, de dire là, il y a ça, je comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce qu'on peut en parler? Là, tu as fait ça comme choix, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'a motivé? Parce que moi, à première vue, j'aurais plutôt fait un autre choix. Et on en parle, tu vois. Ou alors, est-ce que sur les décisions importantes, on peut pas en parler en amont? Et ensuite, je te laisse prendre la décision finale, avec mon aval, évidemment. Et le problème, c'est que dès que tu es dans la mentalité de moi, je m'occupe que de ça, et ça ne me concerne pas, t'es foutu d'avance parce que tu ne seras pas à l'écoute, tu ne chercheras pas à comprendre. Alors que pour sortir de ce piège-là, y a 2 étapes fondamentales qui sont très très simples à mettre en place. La première, c'est d'apprendre, c'est de se former. Si vous êtes en train de regarder cette chaîne YouTube, c'est que vous êtes déjà dans cette démarche-là. C'est de petit à petit créer des schémas mentaux. C'est-à-dire qu'au départ, l'industrie musicale est complètement opaque et c'est très très large, c'est presque impossible de tout comprendre. Mais plus tu vas rentrer dedans, à raison de quoi? 5, 10, 15, 20 minutes chaque jour. Ça peut être une vidéo par semaine à regarder ou peu importe. Petit à petit, il y a des schémas qui reviennent. Tu vas te dire, tiens, édition, on m'a parlé de ça, je ne comprenais pas. Ah là, on me reparle des éditions, je comprends un peu mieux. Maintenant, on m'en reparle, je comprends carrément mieux, et ainsi de suite. La rémunération équitable. Moi, c'est un truc, au départ, j'ai mis peut-être 10 ans à comprendre ce qu'était la rémunération équitable. Je pigeais pas. Et à force de revoir, un jour, j'ai vu quelque chose qui m'a amené à me poser la bonne question, à la poser à la bonne personne et à avoir la réponse. Et maintenant, je comprends parfaitement ce qu'est la rémunération équitable, comment ça fonctionne, comment c'est collecté, réparti, ainsi de suite. La copie privée, c'est pareil. Y a des notions en fait qu'on voit, par exemple, je sais pas moi, des notions dans des contrats, des formes de contrats, voilà, ce genre de trucs. Tu sais, les artistes, par exemple, qui ne veulent pas se mettre dans la partie business, ne savent pas quel contrat faire avec qui, à quel moment, dans quelle situation. Moi, c'est instinctif, ça vient naturellement. Tu me décris une situation, il y a ça, ça et ça à faire. D'ailleurs, c'est ce qu'on a mis dans Musicecure. Musicecure, je fais une petite aparté, c'est une société de gestion de droits et de simplification administrative qu'on a mis à la disposition des labels, des artistes, des éditeurs. Et c'est un des sujets sur lesquels on a travaillé, c'est avoir un système automatisé, donc à travers notre logiciel, notre application, qui, dès que tu rentres un morceau, que tu décris les différents ayants droit, va te sortir tous les contrats dont tu as besoin. Et notamment, je sais pas, une feuille de présence Spedidam, on n'y pense jamais, un contrat pour ci ou pour ça. Et donc, c'est plus toi qui te dis quel contrat je fais pour qui, dans quelles conditions, quel pourcentage, machin. C'est l'outil qu'on a créé qui te les sort. Bien sûr, tu peux les réadapter après. Je sais pas, si le contrat te dit, lui, il faut lui filer 2 points et que tu veux lui filer 3 points, tu as le droit de le modifier, évidemment. Mais ça te donne une base de travail fiable avec laquelle avancer. Ce genre de choses,
C'est instinctif une fois que tu as passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dedans. Mais au départ, il faut juste faire la démarche de se dire, je m'y mets un petit temps chaque jour. Et moi, c'est exactement de cette manière-là que j'ai appris à jouer un instrument de musique. C'est au départ, tu fais 5 minutes par jour. Puis sans t'en rendre compte, tu vas faire 10 minutes par jour, 15 minutes par jour, 20 minutes par jour. La lecture, c'est la même chose. Aujourd'hui, je dois avoir lu peut-être plus de 200 livres en business, en marketing, en psychologie, en sociologie, etc., etc. Pourtant, je ne suis pas du tout un lecteur de base. Je suis même plutôt réfractaire à la lecture. J'ai été dégoûté de la lecture, un peu comme beaucoup, je pense, avec les livres de merde qu'on t'oblige à lire au collège et au lycée. Et puis un jour, je sais pas, je rencontre un gars qui me dit, écoute, les gagnants de ce monde sont des lecteurs. Donc il faut que tu lises. Que t'aimes ou que t'aimes pas, il faut que tu lises. Ok, mais j'aime pas lire, alors comment je fais? Eh bien, tu prends un bouquin, un bon bouquin, je vais t'en recommander un. C'était Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Et il m'a dit, juste tu lis 10 pages par jour, c'est tout. C'est pas la mort, même si tu souffres atrocement, 10 pages, ça se tient. Je dis, ouais, 10 pages, c'est possible. Ok. Et j'ai commencé comme ça. Effectivement, les 10 premières pages, je me suis endormi à la 10e. Au deuxième jour, 10 premières pages, putain, je regardais mon téléphone toutes les 5 minutes. J'ai dû mettre 1 heure à lire 10 pages. Et petit à petit, tu rentres dans le livre, tu as des déclics, tu trouves ça intéressant, ça te plaît, tu commences à surligner des passages, et sans t'en rendre compte, 10 pages se sont transformées en peut-être 50 pages ce jour-là, 60, puis c'est devenu une habitude. Ça veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de blanc, il y a des fois pendant un mois je ne vais pas toucher un bouquin, mais grâce à un petit peu chaque jour, je suis rentré dans cette habitude-là. Et comprendre le music business, c'est exactement la même chose. Il faut rentrer dedans petit à petit. C'est souvent la raison pour laquelle vous commencez par ma chaîne YouTube ou par d'autres, et c'est très bien. Et après, le deuxième élément pour vraiment apprendre, c'est de se former. C'est de se dire, ok, j'ai appris plein de petites notions en vrac qui m'ont aidé, qui m'ont fait évoluer, qui m'ont fait progresser, qui m'ont fait comprendre des choses et ainsi de suite. Maintenant, je veux professionnaliser ma démarche. C'est-à-dire que je veux vraiment arriver à un stade où, au lieu que ça me prenne 10 ans à raison d'une vidéo par-ci, par-là, je veux une séquence optimisée pour moi, pour que en 1 mois ou en 2 mois, j'ai gagné 10 ans d'effort. Et c'est là où il faut rentrer dans une formation. Une fois que tu es rentré dans la formation, ça ne fait pas tout. C'est-à-dire que maintenant que tu t'es formé, il faut que tu agisses. C'est-à-dire qu'il faut rapidement avoir des cas réels, des cas concrets. Donc si tu es accompagné par du monde parce que tu es musicien, parce que tu es chanteur, chanteuse, etc., ne change pas les rôles des gens qui sont autour de toi. Laisse ton équipe, mais challenge-la. Challenge-la. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive, on dit ouais, là, il y a un deal avec, je sais pas moi, Sony, du coup, il faudrait qu'on leur cède les éditions. Toi, tu peux arriver et dire ok, mais on peut peut-être leur proposer que je conserve mes éditions à compte d'auteur. Pourquoi pas? Et là, si ton manager ou producteur, il te dit hein, quoi? Tu peux lui enseigner cette notion-là. Et très souvent, apprendre à quelqu'un ce que tu sais va ancrer en toi la connaissance ou alors va te faire réaliser que tu ne la maîtrises pas encore. Et auquel cas, il faut revenir sur la formation, retravailler ce passage et revenir l'implémenter directement. Et c'est comme ça qu'on progresse. C'est en empilant des connaissances. En fait, ce que la plupart du temps les gens font, c'est qu'ils ont une couche de connaissances et ils disent ok, j'ai appris ça, donc j'ai appris, je sais pas, des maths, le théorème de Pythagore, je sais pas quoi, je suis là. Bon, très bien, maintenant je vais à côté et je rebâtis quelque chose. Puis je retourne à côté et je rebâtis quelque chose. Alors qu'en réalité, si tu veux vraiment progresser et ancrer des connaissances à vie, j'ai le théorème de Pythagore. À partir de là, qu'est-ce que je peux apprendre de plus que les gens qui n'ont pas ce théorème-là ne peuvent pas apprendre? Et tu augmentes, et tu augmentes, et tu augmentes, et tu augmentes. Et c'est comme ça qu'on devient un expert dans un domaine. Et c'est comme ça qu'on devient très très bon dans un domaine. Donc erreur numéro 3, négliger la partie business du music business. Et pour régler cette erreur-là, rien de plus simple, apprendre, se former et agir avec les connaissances qu'on a. L'erreur numéro 4, c'est de rester seul. Alors malheureusement, la solitude, ça touche quasiment tous les artistes. Et quand je dis tous les artistes, c'est vraiment tous, y compris les producteurs, y compris certains managers, malgré leur capacité à réseauter pour certains et ainsi de suite. Le problème qu'il y a, c'est qu'on est à une époque en fait où on peut s'équiper et on peut travailler seul. Moi, quand j'ai démarré, tu ne pouvais pas produire un son seul chez toi. Fallait que tu ailles dans un studio, fallait que tu aies
du vrai matériel, du hardware. C'est-à-dire qu'on était déjà à l'époque des expanders et des MPC, mais ça coûtait très très cher. Donc c'était souvent plus rentable d'aller en studio ou même dans un petit studio de MJC, de quartier ou je sais pas quoi, pour avoir accès au matériel et pour produire des sons. Puis il fallait un ordinateur, ça coûtait assez cher et ainsi de suite. Aujourd'hui, tu peux pour 2000 balles grand maximum avoir l'équipement nécessaire pour produire un tube. Littéralement. Et c'est ce qu'on voit très très souvent. Mais le problème, c'est que ça pousse à la solitude, puisque avant, il fallait sortir de chez toi, aller en studio, donc tu croisais du monde, tu rencontrais des gens, tu pouvais discuter, réseauter, ainsi de suite. Maintenant, chacun est dans son coin, et le seul point de contact qu'on a en réalité, ça passe par les réseaux sociaux. Et c'est très 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 rare que, je sais pas, tu prends un musicien au hasard dans la rue, ils te disent, ok, bah moi cette année j'ai fait 10 événements. C'est très très rare. Et donc du coup, pour lutter contre la solitude, je pense qu'il y a 3 choses à faire. La première, c'est qu'il faut s'imposer une discipline à travers laquelle chaque jour, on démarche entre 1 et 10 contacts. Simple. 1, ça va te faire évoluer sur le plan business, professionnel et ainsi de suite. Et 2, ça va te faire évoluer humainement. Puisqu'il n'y a rien de plus agréable, surtout quand tu souffres de solitude, qu'une bonne discussion, qu'un bel échange avec une personne qui t'inspire. Donc rien que d'aller au contact des gens, ça va te faire évoluer de cette manière et à ce niveau-là. Donc 1 à 10 contacts. Je pense que utiliser Instagram ou LinkedIn, c'est une bonne option. C'est voilà, se dire ok, bah tu sais quoi, moi je suis beatmaker, j'aimerais bien mettre un peu d'acoustique dans ce que je fais. Bah tu sais quoi, je vais repérer des guitaristes, je vais leur écrire. Et voilà, et dès que j'en ai un qui me répond, à qui ça match un peu, on s'appelle, on a un premier échange, un deuxième, un troisième, et boum, ça y est, il est dans mon réseau. Quand j'ai besoin d'une guitare, je sais qui appeler, et en plus, bah, c'est agréable parce que lui aussi, il était un peu seul dans son coin, et maintenant, on peut se connecter. Ça peut être des professionnels, des éditeurs, des managers, des attachés de presse, des programmateurs radio, et ainsi de suite. Les gros vont être beaucoup plus durs à joindre, ce qui est normal, et c'est jamais les gens d'en haut qui vous tirent vers le haut, c'est toujours les gens d'en bas qui vous poussent. Donc travaillez avec des gens d'en bas, c'est les meilleures connexions que vous pourriez faire. Donc premier conseil, ça, mettez-vous une discipline d'aller au contact des gens, une personne par jour ça peut suffire, puis si vous avez plus de temps, 3, 5, 10, peu importe. Deuxième chose que vous pourriez faire, c'est aller à des événements. Allez à des événements, il y en a toute l'année. Il y a le Midem, il y a le MAMA, il y a l'ADE Amsterdam pour ceux qui aiment bien voyager un petit peu. Il y a des séminaires qui sont organisés, il y a des formations présentielles qui sont organisées, ainsi de suite. Alors oui, ça coûte un peu, mais faisons un ratio simple. Demain, tu mets 1000 € dans une formation, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, peu importe. Tu vas là-bas, ok, ça te coûte un bras. Parce que c'est 1000 balles la formation, plus peut-être 1000 balles pour y aller et pour y rester 2 ou 3 jours. Admettons. Donc ça te coûte 2000 €. C'est vrai, c'est une dépense. Certains n'auront pas les moyens, mais ceux qui l'ont, ceux qui les ont, c'est une dépense importante. Néanmoins, si à l'issue de cette session, tu repars avec des informations que tu n'avais pas avant, c'est déjà rentabilisé. Mais si 2, en plus, tu crées du contact avec des gens avec qui tu vas pouvoir évoluer et travailler, soit à court terme, soit à moyen, soit à long terme, alors tu es le grand gagnant. Tu es littéralement le grand gagnant. Moi, je dépense des fortunes en réseautage, mais littéralement. Parce que je sais que c'est ça qui me fait évoluer. Ça m'arrive d'aller à l'autre bout du monde juste pour un rendez-vous. Mais littéralement, c'est-à-dire que je suis capable de prendre l'avion, de me taper 18 heures de vol, de rester même des fois 10 jours dans un pays plutôt hostile, c'est-à-dire que c'est pas là que tirer en vacances de base, juste parce que le jour 1, je vais rencontrer quelqu'un, et le deuxième plan, je l'ai que le jour 10, du coup, bah oui, je vais pas me taper 2 allers-retours, donc je vais rester là-bas 10 jours. C'est pas grave, là-bas, je peux travailler, je peux créer, je peux aller en studio, je peux rencontrer des musiciens locaux aussi, des producteurs locaux et ainsi de suite. Je peux apprendre la manière dont le music business est géré dans ce pays-là et ainsi de suite. Mais c'est ça l'idée, parce qu'un contact, ça peut t'ouvrir des opportunités de dingue. Et ça peut mettre du temps. Des fois, une rencontre va aboutir sur une opportunité 8 ans plus tard. Mais si tu l'avais pas fait 8 ans auparavant, ça ne serait jamais arrivé. Autrement dit, prends la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Si tu n'as aucun plan, aucune opportunité, aucune porte ouverte, demande-toi ce que tu as fait sur les 8 dernières années. Et tu vas comprendre la raison pour laquelle tu te retrouves dans cette situation. Alors qu'en réalité, lutter contre la solitude, c'est aussi lutter contre une forme d'immobilisme qui empêche de déclencher des opportunités. Puisque les plans vont forcément venir des autres. Autrement dit,
Il y a des gens qui croient que pour réussir, faut qu'il y en ait d'autres qui perdent. Au même titre que pour s'enrichir, faut que tu aies des gens qui s'appauvrissent. C'est pour ça que personne ne veut être riche. C'est pour ça que personne ne veut réussir. Si tu as un bel état d'esprit, tu veux pas écraser les autres, tu veux pas dépouiller les autres. Alors qu'en réalité, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir comme si toi tu as le plan, c'est pas qu'un autre ne l'a pas. C'est qu'un autre a le plan dans les mains et va te le donner, va te le mettre à disposition. Des fois, tu vas devoir batailler pour l'obtenir. Des fois, il va falloir jouer des coudes pour gagner. Mais la plupart du temps, on va te les donner, les plans. Tu vois, moi, j'ai fait du booking de nombreuses années. Les dates, elles tombaient pas parce que j'étais le meilleur vendeur. Loin de là, j'étais très, très, très mauvais en vente à l'époque, surtout. Elles tombaient parce que on voulait bien me les donner. Et on voulait bien me les donner, pourquoi ? Parce que j'étais présent au bon moment, en face des bonnes personnes. Parce que je créais des relations avec des gens que je pouvais appeler chaque semaine ou chaque mois, juste pour dire coucou. Et qui un matin, ça y est, là par exemple, on vient de racheter un deuxième club, on a besoin de faire du booking, propose-moi des choses. Ok, je te propose. Et des fois ça vend, et des fois ça vend pas. Mais à aucun moment on m'aurait dit, on ouvre un truc, propose-moi des choses, si j'avais pas d'abord fait le travail de bâtir la relation. Et c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Je me souviens de gros plateaux radio qu'on avait à l'époque avec certains artistes, où normalement, c'est que les maisons de disques qui ont accès à ces trucs-là. C'est des choses qu'on avait par le relationnel de notre directeur promo du moment, qui était dans un mode où, il nous expliquait, c'est des potes. On a presque grandi ensemble, machin, et pourtant on ne se connaissait pas avant, mais avec le temps en fait. C'est-à-dire qu'une personne qui rentre stagiaire dans une radio, moi je l'appelle. Je passe du temps avec, on discute, je l'aide si je peux l'aider, ainsi de suite. Et puis peut-être que 10 ans après, elle devient directeur d'antenne d'une autre radio, dans un autre genre musical. Et des fois, oui, ça ne sert pas mes intérêts, et c'est pas grave, je suis super content pour lui. Et c'est cool, et je garde quand même la relation, même si j'ai rien à y gagner. J'entretiens ma relation. Et parfois, c'est quelqu'un qui va arriver directeur d'antenne dans un média qui est vraiment intéressant pour moi. Et jamais j'irai lui demander quelque chose en lui disant « Tu te souviens, on se connaît depuis 10 ans ». Non, mais la porte est ouverte. Et si la porte est ouverte, alors peut-être que l'opportunité va arriver, peut-être pas. Peut-être que des fois, je vais réussir à la provoquer, peut-être que des fois, non. Et il n'y a pas d'animosité là-dedans, il n'y a pas de frustration ni de vexation. C'est OK comme ça. C'est ça, bâtir un réseau. Et donc, l'erreur numéro 4, c'est de rester seul. Et pour sortir de la solitude, on l'a dit, 1, prendre l'habitude d'aller au contact des gens. 2, aller à des événements, rencontrer des gens. L'énergie n'est pas la même en présentiel que quand on est à distance sur les réseaux et ainsi de suite. Donc, aller au contact des gens. Et le 3e conseil que je peux donner, c'est intégrer des groupements. Autrement dit, des gens qui rentrent chez Musicecure, à titre d'exemple, ils rentrent dans un groupe privé. On est plus de 1000 aujourd'hui, plus de 1000 membres, entre guillemets. C'est très, très, très facile de trouver des contacts dont tu as besoin. Rien qu'à travers les membres. Et tu as une excuse pour aller les voir. C'est comme les gens qui sont à Harvard. Salut, on a fait Harvard tous les deux. Bon, oui, je t'écoute. Salut, on est chez Musicecure tous les deux. Oui, je t'écoute. Salut, on a fait la formation de Tariq tous les deux. Oui, je t'écoute. Parce que je sais qu'il y a un tiers de confiance entre nous deux. Et à partir de là, ça devient beaucoup plus simple de réseauter. Idem, y a un truc que j'expliquais en conférence le mois dernier, c'est que la plupart des gros producteurs, des gros éditeurs, des gros labels, en fait, ils sont pas du tout durs à rencontrer. Si tu fais partie des bons groupements, si tu fais partie de l'UFPI, l'Union française des producteurs indépendants, tu vas rencontrer tous les gros producteurs indépendants. Si tu fais partie d'un board SCPP, SCPF, tu vas rencontrer tous les producteurs. Si tu fais partie d'autres organismes et ainsi de suite, tu les rencontres les gens. Moi, par exemple, quand j'ai été faire obtenir mon comment on appelle ça, mon statut définitif SACEM, tu y vas, tu as un genre de petit cocktail, tu as un genre de micro-cérémonie, machin, etc. Tu as tous les gros éditeurs qui sont là. Ils sont tous là à côté de toi. Ou quand tu es auteur ou compo, tu as tous les gros auteurs compo. Ils sont là, ils sont présents. Eux, leurs managers, leurs producteurs, leurs éditeurs. C'est très facile d'aller réseauter. On fait partie de la même maison, les gars. On a la même certif, là, aujourd'hui, le même niveau de truc. Et donc, plus vous allez intégrer ces réseaux-là, plus vous allez vous rapprocher d'un réseau intéressant. C'est pour ça que le premier truc que je recommande à un artiste qui veut se structurer, c'est 1. Trouve la bonne forme de structuration pour ton activité. Et contrairement à ce qu'on pense, la micro-entreprise, c'est rarement la meilleure option. Mais ça peut être l'entreprise individuelle, ça peut être la SARL, la SAS, la URL, etc. Mais avoir la bonne structure pour agir en qualité de professionnel,
Ensuite, allez adhérer à tous les organismes, toutes les formes de groupements, d'associations, de syndicats dans lesquels tu peux aller. Et il faut y aller. Et une fois que tu es là déjà, tu es au milieu de tout l'écosystème. C'est très facile de commencer à créer du lien parce que, je sais pas, tu prends l'ASPPF, il y a une AG tous les ans. Allez-y. Allez-y si vous êtes membre. Rien qu'une fois, vous allez voir, tout le monde est là. Tout le monde est là. T'as les mecs de TF1 qui sont là, t'as les mecs de Play2 qui sont là, t'as les mecs de Because, de machin. Ils sont tous là, ils sont présents. Tu peux aller prendre une petite coupe et aller parler à un gars. Il va t'écouter. Pourquoi ? Parce que c'est un événement public. Il peut pas te dire, écoute, là tu me casses les couilles, j'ai pas le temps. Parce que tout le monde va l'entendre. Donc il va être un minimum un peu courtois. Et même si de temps en temps, tu as 2-3 abrutis de ce genre-là, la plupart, ils sont très sympas, très ouverts à la discussion et très ouverts au partenariat. Alors évidemment, il ne faut pas débarquer en mode, tiens, j'ai une clé USB, je te demande d'écouter. Là, ça fait gratteur en galère. Mais si tu arrives et que tu as un échange de valeurs et constructif, bien sûr que la porte va s'ouvrir. Et pareil pour les salons, pareil pour les événements. Nous, on fait une fois tous les 2 ans une garden party Musicecure. D'ailleurs, on devrait peut-être le passer une fois par an, ce serait sympa. C'est un événement où on va louer, on va privatiser un château, un manoir ou peu importe. On invite une grosse partie des membres qui veulent y participer à venir et on réseaute. Et peut-être qu'une rencontre ce jour-là va aboutir sur l'opportunité de ta vie dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Idem, quand j'organise des masterminds, là je ne l'ai plus fait depuis 2020 je crois, mais tu fais un mastermind, tu fais partie d'un groupe, vous êtes 8, 10, 12 ou 15, vous menez le même combat, vous avez les mêmes objectifs et ainsi de suite. Une seule relation, ça peut te faire décoller. Donc erreur numéro 4, c'est la solitude et il faut absolument en sortir le plus tôt possible pour votre bien et pour celui de ceux qui sont concernés. Ce qui nous amène à l'erreur numéro 5, et celle-ci, malheureusement, elle est encore trop fréquente, et je ne sais pas si c'est générationnel, mais il faut vraiment, vraiment lutter contre, c'est le manque de patience et de consistance. Alors ça, je le vois surtout chez les jeunes artistes, mais les moins jeunes ont aussi ce problème-là, c'est qu'on veut tout de suite. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, et ça rejoint d'autres erreurs d'ailleurs, on a l'impression que quand on a passé 6 ans à bosser sur un album, quand il sort, il faut qu'il marche. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. On a l'impression que quand on se lance dans la filière musicale, une fois qu'on commence à se professionnaliser, alors il faut qu'un truc se passe là maintenant tout de suite. Alors que c'est pas comme ça que ça marche. Très souvent, très souvent, ce que vous voyez pas, c'est que c'est entre 5 et 10 ans d'efforts, de galères, de murs que tu te prends dans la figure avant que ça éclose et avant que ça pète. Mais la plupart du temps, les gens ne voient que le moment où ça prend. C'est « Ah, il a sorti un album. Ah, il est dans le top, machin. Ah, ça marche. Ah, il est partout. Putain, il a vraiment eu de la chance. » Oui, enfin, toi, tu le connais peut-être pas, mais en fait, ça fait juste 15 ans qu'il est là. Et c'est ça l'idée, c'est que tout prend du temps. En fait, tout ce que tu veux atteindre, il y a un prix à payer en face. Et alors, il y a un prix en argent, évidemment. Moi, j'ai perdu des fortunes en tentant des choses qui n'ont pas marché. Mais littéralement, si je faisais le calcul de mes 20 années dans la filière musicale, franchement, je suis sûr que j'aurais pu m'acheter 2 maisons en Bretagne avec tout ce que j'ai cramé. Littéralement. Entre le clip à 4000 qui donne rien, l'attaché de presse à 7000 qui n'a rien donné, le truc, le machin, plus toutes les phases d'apprentissage, machin. Voilà. C'est pour ça que je sais que acheter un mentor, c'est gagner du temps et gagner de l'argent. Acheter une formation, c'est gagner du temps, gagner de l'argent. Moi, il y a 20 ans, tu m'aurais dit oui, un mec peut te mentorer, ça va te coûter 10K, mais jamais de la vie j'y aurais été. Aujourd'hui, je suis capable de mettre $50 000 dans un mentorat parce que je sais le temps que ça te fait gagner et je sais l'argent que ça te fait économiser. Mais comme pour beaucoup de choses, il faut d'abord se manger des erreurs avant de réaliser à quel point c'était une connerie. Bon, c'est comme ça. Et je ferme la petite parenthèse du mentorat, vous le savez tous aujourd'hui. Je propose du mentorat, d'accompagnement. Je vais bientôt arrêter d'en faire parce que c'est très chronophage. Pour l'instant, j'en fais encore. Donc si ça vous intéresse, vous m'envoyez un email. Vous avez mon mail en description sous cette vidéo. Et je vous expliquerai un petit peu les modalités. Mais vous avez déjà le prix. C'est 10 000 hors taxe sur 6 mois. Je ferme la parenthèse. En tout cas, le prix à payer, c'est ça. Ça va coûter en argent. Ça va coûter en temps. Ça, pour le coup, on est tous égaux. Ça prend des mois et des mois, pas juste des semaines, des mois et des mois, qui se transforment en des années pour certains, tout comme ça peut se transformer en 1 ou 2 décennies pour d'autres.
C'est ainsi. Et ça va aussi demander des sacrifices. Et malheureusement, et le cerveau humain est conçu ainsi, on a beaucoup de mal avec ça. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple. Pour ceux qui ont déjà investi en bourse, vous allez vous retrouver là-dedans. Mais la première fois que tu investis en bourse, admettons que tu mettes 1000 euros sur une action, tu vas regarder toutes les heures si elle monte ou si elle baisse. Toutes les heures. Et si 8 heures de rang, elle baisse d'un demi-point toutes les heures, bah tu vas la vendre parce que tu vas flipper. Alors que un professionnel, il va poser 1000 balles sur la table, il va complètement oublier qu'il les a mis, il va passer 10 ans à faire autre chose et il va revenir. Et 10 ans plus tard, il va voir qu'il a fait une croissance moyenne de, on va prendre un indice comme le S&P 500, il a fait une croissance moyenne de peut-être 8 ou 10% par an sur 10 ans. Et il sera le grand gagnant. C'est exactement la même chose, par exemple, dans le développement de visibilité. Un artiste, quand tu lui donnes une bonne stratégie promo, il va l'appliquer pendant 3 jours. Tu sais pourquoi ? Parce que il va faire ça 3 jours, il va regarder, il va se dire en fait j'ai pas de résultat. Bon ça doit pas être la bonne direction. Donc j'arrête et je fais autre chose. Et encore une fois, les lâcheurs ne gagnent jamais. Et les gagnants ne lâchent jamais. À côté de ça, tu as aussi le faux gagnant. Celui qui va se dire ok, les autres ils abandonnent au bout de 3 jours, moi je vais faire ça pendant 300 jours. Et pendant 300 jours, tu fais la même chose. Oui, sauf que si tu fais la même bêtise 300 fois de rang, mis à part atteindre le niveau de folie décrit par Einstein, tu n'auras pas évolué. C'est comme ces faux experts, tu sais, qui te disent « Moi, j'ai 30 ans d'expérience dans un domaine ». Alors qu'en réalité, il a 1 an d'expérience qui réitère tous les ans depuis 30 ans. Donc, tu as 1 an d'expérience. Un ceinture blanche peut avoir 30 ans de pratique, restera un ceinture blanche tant qu'il n'évolue pas d'une année sur l'autre. C'est toujours pareil. C'est pour ça que tu as des mecs qui débarquent en te disant ouais, ça fait, ça fait 20 ans que je fais du MMA. Ah oui, rien qu'à ta posture, je sais que je peux te battre. Pourtant, j'en ai pas fait pendant 20 ans. C'est un peu ça l'idée. C'est que tant que tu n'évolues pas, 5 ans, 10 ans, 20 ans n'ont absolument aucune valeur. C'est comme, d'ailleurs, l'exemple le plus choquant, c'est notre système scolaire. Moi, j'ai fait 15 ans d'anglais. Je suis sorti de là avec 3 au bac. Pourtant, j'ai fait 15 ans d'anglais, techniquement. Oui, mais sauf qu'à raison de 2 heures par semaine en moyenne pendant 15 ans, j'ai pas forcément fait 15 ans de réelle pratique de l'anglais. D'autant que j'ai pas spécialement évolué d'une année sur l'autre. Alors que tu me lâches dans un pays 2 mois, je vais atteindre le même niveau que celui que j'ai eu en 15 ans d'anglais dans le système scolaire français. Vous voyez un petit peu la nuance ? Donc ça demande en fait du temps, de la patience et de l'itération. L'itération, c'est quand tu essayes quelque chose, que tu regardes les résultats, que tu te poses, que tu réfléchis à la meilleure manière d'améliorer tes résultats et que tu travailles dessus en améliorant ce que tu fais. C'est l'exemple que je vous ai donné dans la création des contenus un peu plus tôt. C'est de se dire, ok, je fais une vidéo avec les moyens du bord parce qu'il faut démarrer avec les outils que tu as. De meilleurs outils se présenteront d'eux-mêmes sur ton parcours. Et j'aurais pu passer 20 ans à faire ça. Et j'aurais pu dire, les gars, ça fait 20 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Non. Alors moi, j'ai été très lent dans mon évolution, mais à un moment donné, je me suis dit, je vais peut-être prendre un micro. Puis je vais peut-être prendre un meilleur micro. Et puis je vais peut-être mettre de la lumière. Puis je vais peut-être mettre de meilleurs jeux de lumière, mieux positionner mes lumières et ainsi de suite. Puis je vais peut-être mettre une meilleure caméra, avec un meilleur traitement d'image, un meilleur décor, tu vois, et ainsi de suite. Et petit à petit, tu progresses, tu continues de faire, tu restes nul au début, c'est comme ça. Tout le monde est mauvais au départ, sauf les génies nés dans un domaine, et il y en a très très peu. Et à mesure que tu vas itérer, progresser, améliorer, tu vas améliorer tes résultats. J'ai commencé, j'avais 0 abonnés. Aujourd'hui, j'en ai plus de 50 000 au moment où je fais cette vidéo. Et peut-être que quand tu la verras dans quelques mois ou dans quelques années, je serai à plus de 100 000, j'en ai aucune idée. Ou peut-être que j'abandonnerai avant, je ne sais pas du tout. L'idée, c'est que si tu ne mets pas, dès le départ, un critère de patience et de persistance, tu vas échouer, c'est sûr. C'est certain. Personne ne réussit en un claquement de doigts. Personne ne met un album au micro-ondes, appuie sur 30 secondes, le ressort et le truc est prêt. Produire, ça prend du temps. Devenir bon artistiquement, ça prend du temps. Apprendre le music business, ça prend du temps. Le comprendre et savoir l'implémenter, ça prend du temps. Développer son réseau, ça prend du temps. Développer sa visibilité, ça prend du temps. En fait, tout prend du temps. Mais il y a 2 manières de faire. La mauvaise où tu ne te remets jamais en question et où tu attends que ça se passe et qu'un miracle se fasse. Et la deuxième où tu itères constamment pour améliorer constamment ce que tu proposes et pour, le plus vite possible,
devenir aligné avec les objectifs qui sont importants pour toi. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo t'aura plu, motivé, inspiré, appris des choses ou pourquoi pas mis en lumière que tu es dans une ou plusieurs des 5 erreurs. Si jamais c'est le cas, mets-moi un commentaire. Mets-moi laquelle des 5 erreurs tu ressens le plus. Mets-moi ce qui te freine le plus et je me servirai des commentaires que tu m'auras mis pour créer un contenu supplémentaire qui viendra en complément de cette vidéo et te donner davantage de tips pour sortir justement de ces erreurs. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Producteur à Succès, ça récompense mon travail, ça me motive à continuer. Tu vois, produire ces vidéos, ça prend du temps à enregistrer, à monter, à préparer et ainsi de suite. Ça demande de l'argent aussi, c'est complètement gratuit pour toi. Ce que je t'en demande en retour, c'est juste un abonnement. Parce que quand tu t'abonnes et que tu likes cette vidéo, ça m'aide à répandre mon message, ça m'aide à me développer. Et peut-être que toi, un mentorat, une formation MusiSecure, ça t'intéresse absolument pas, mais peut-être que d'autres, ça va les intéresser et que ça va m'aider à développer mon activité, mon message et l'impact que je peux avoir sur la filière musicale aujourd'hui. D'ailleurs, si jamais tu veux aller plus loin, tu as un premier lien en description, c'est mon livre. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai pas un exemplaire ici. Voilà. 99 méthodes pour faire connaître sa musique. Si jamais tu veux développer ta visibilité, tu as tout dans ce livre. Tu verras que dedans, tu as des QR codes aussi qui te renvoient vers du contenu additionnel audiovisuel et un espace membre. Donc, c'est pour le prix d'un livre, tu as en plus des contenus de formation vidéo et en plus l'accès à un espace membre avec plein d'autres artistes, producteurs, éditeurs et ainsi de suite. Le deuxième lien, c'est une formation gratuite que je t'offre. C'est une session live dans laquelle on va passer 2 à 2h30 ensemble selon les questions. J'ai toujours du mal à évaluer d'avance le temps, mais je vais te montrer de quelle manière développer massivement ta visibilité auprès des médias, à savoir des radios, des télés, des clubs, de la presse écrite, des sonorisateurs, ces sociétés qui mettent la musique dans les lieux publics, et également des curateurs playlist streaming. Et tu verras la raison pour laquelle 95% des artistes échouent à développer leur visibilité et ce que tu dois faire pour faire partie du top 5% qui réussissent à développer leur visibilité massivement. C'est gratuit. Vraiment, et c'est pas parce que c'est gratuit que c'est toi le produit. Il y a beaucoup de valeur dans cette session. 97% des artistes qui l'ont suivi disent que leur temps a été bien investi et qui se voient utiliser tout ce qu'ils ont appris dans cette session dès maintenant. Et puis le troisième lien que je te laisse en description, c'est pour aller découvrir MusiSecure, donc www.musi.secure.fr. N'hésite pas à regarder tout ce qu'on propose. Si jamais ça t'intéresse, tu peux déclencher un appel qui est complètement gratuit avec un membre de l'équipe. On prendra le temps de faire un point sur la situation que tu as sur le moment et si c'est ou non pertinent d'intégrer MusiSecure maintenant. On te donnera 2-3 conseils pour bien gérer tes droits et ainsi de suite. Et puis si ça s'y prête, que c'est aligné et que tu veux nous rejoindre, eh bien on sera honoré de t'accueillir chez MusiSecure. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Déchire tout et je te dis ciao ciao.